Je voudrais vous emmener dans un endroit très excitant. Dans de nombreuses régions du monde, on trouve des forêts pétrifiées. Voici à quoi ressemble un arbre pétrifié. C'est un arbre qui s'est transformé en pierre. Certaines régions du monde présentent des caractéristiques étonnantes, comme le parc national de Yellowstone par exemple. Si vous vous rendez au mont Hanidei, vous y trouverez plusieurs couches de forêts pétrifiées, superposées les unes aux autres. Et ces arbres sont debout, en position verticale. La science a toujours enseigné que ces arbres se tiennent ainsi parce qu'ils ont poussé là dans le passé. Cela nous indique qu'il y a eu de longues périodes de stabilité. De fait, ce n'est pas possible qu'il y ait eu de déluge universel. En fait, ces arbres pétrifiés ont été utilisés pour ridiculiser le modèle d'un déluge universel. Ils sont littéralement là. Ils sont énormes. On dirait qu'ils ont poussé là pour toujours. Mais l'ont-elles fait? La seule différence avec les arbres modernes, c'est qu'ils sont en pierre, de la pierre solide. Et vous avez ces couches. Il est intéressant de noter que les couches sont superposées. Voici quelques caractéristiques intéressantes. En voici une qui s'étend sur plus d'une couche. Mais si vous l'examinez, vous constaterez qu'elle présente des phénomènes intéressants. Numéro 1, il n'y a pas de racines. Les racines sont arrachées. Numéro 2, il n'y a pas d'écorce. Et si vous regardez sur les côtés, il n'y a pas de branches. Ce que dit la science, c'est que ces forêts ont poussé là. Puis, il y a eu une éruption volcanique. Des cendres sont descendues et ont enseveli la forêt. Une nouvelle forêt s'est alors développée, puis une éruption a enseveli la forêt. Puis, une nouvelle forêt a poussé, puis une éruption a eu lieu et a de nouveau enseveli la forêt. 40 à 45 fois, l'une après l'autre, et vous avez maintenant toutes ces couches. Plus de 40 couches de forêt, mais elles sont toutes plates, ce qui est très étrange. Certaines d'entre elles ont des arbres dressés et d'autres des arbres horizontaux. Nous examinons maintenant ces arbres. Si vous les déterrez, vous verrez qu'il y a un arbre plat et qu'il y a un grand nombre d'arbres horizontaux. Il y en a un, là il y en a un, et encore un, et un qui est allongé là. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont tous orientés dans la même direction. C'est bizarre. Les arbres du passé tombaient-ils toujours dans la même direction? Ce qu'il faut faire, c'est le mesurer. Ils ont parcouru les différentes couches et ont constaté que dans telle couche, la chute se fait dans telle direction et dans telle autre direction. Ces couches de forêt sont donc orientées en fonction de la direction des cours d'eau. Si vous prenez une forêt moderne, vous ne retrouverez pas du tout ces schémas. Que s'est-il donc passé? Quelque chose a dû changer. Eh bien, voici à quoi cela ressemble aujourd'hui. Voici deux couches que la science peut expliquer comme constituant le sol de la forêt. Lorsque tout est recouvert à la base, vous obtenez le sol de la forêt. Mais c'est très intéressant parce qu'il y a deux sols forestiers à une distance d'une main l'un de l'autre. S'agit-il de deux forêts qui se trouvaient à une distance d'une main l'une de l'autre? Cela n'a pas beaucoup de sens. Deuxièmement, lorsque vous apportez ce matériau au laboratoire, que vous le broyez et que vous l'examinez, vous constatez qu'il s'agit d'un matériau trié par l'eau. Ces forêts se sont donc formées sous l'eau, car si vous ramassez un sol forestier aujourd'hui, tout est mélangé. Une brindille, une feuille, une brindille, une feuille, une brindille, une feuille, des aiguilles, des pins, tout est mélangé. Mais pas ici. Ici, l'eau est triée. C'est un autre scénario intéressant. Voici une pirogue de traitement. Remarquez que les racines ont été arrachées. Si une forêt se développait, qu'elle était recouverte et que les arbres étaient enterrés à la verticale, les racines seraient-elles arrachées? Oui ou non? Non. Cela n'a aucun sens. Remarquez la stratification que nous voyons ici, et voici une autre chose intéressante. Il s'agit d'une flamme de turbidite. Il s'agit d'une flamme de boue qui a donc dû se produire sous l'eau. La solution à ce problème a été apportée par l'éruption du mont Sainte-Hélène. Ici, nous avons encore beaucoup de matériaux volcaniques et de geysers. Et voici le mont Sainte-Hélène avant l'éruption. Remarquez ce magnifique glacier au sommet. Lors de la première éruption, l'eau a fondu et s'est précipitée du côté sud. Il y a eu deux cycles d'éruption. Voici les lacs qui entouraient les montagnes. Voici le lac Spirit, surmonté d'un glacier et entouré de magnifiques forêts. Et puis, en 1980,
La montagne est entrée en éruption, pas une explosion. Elle est simplement entrée en éruption et la glace a fondu au sommet, formant une inondation sur le versant sud. Remarquez que les arbres ont commencé à être arrachés. Et remarquez que ces arbres n'ont plus de branches alors qu'ils flottent dans l'eau. C'était une grande catastrophe. Tout était couvert de boue. Les maisons étaient ensevelies, toutes sortes de choses. Un mois plus tard, il y a eu l'énorme éruption dont je parlerai dans un instant. Mais du côté sud, voici ce que nous voyons. Des arbres arrachés. Que remarquez-vous? Ils sont orientés dans le sens de l'écoulement du cours d'eau. Ils n'ont plus de branches et leurs racines sont arrachées. Voici quelques arbres géants qui ont été arrachés de cette façon, et vous pouvez voir ici des bosses dans les arbres, car lorsque les arbres roulent dans l'eau, les branches sont arrachées, et lorsqu'ils s'entrechoquent, l'écorce est décapée. Ces arbres n'ont donc plus d'écorce, plus de racines, ni de branches. Et si vous regardez la stratification, elle ressemble exactement à celle des forêts pétrifiées. Un mois plus tard, un tremblement de terre s'est produit, et le plus grand glissement de terrain dont l'homme moderne ait été témoin a eu lieu. Le tiers supérieur de la montagne s'est détaché et a libéré une pression énorme. La montagne est alors entrée en éruption. Mais remarquez que l'éruption a eu lieu du côté nord, alors que le côté sud n'a pas été touché. Le versant sud n'est pas touché, ce qui nous donne deux versions d'une même histoire. C'est une chose étonnante. Puis elle explose avec la force de 500 bombes atomiques d'Hiroshima. Cette explosion produit suffisamment de débris pour représenter une tonne de matériaux pour chaque personne vivant sur la planète. D'énormes camions ont été transportés sur des kilomètres de terrain et les forêts ont été dépouillées et ensevelies. Voici à quoi ressemblait la région avant l'éruption et voici à quoi elle ressemblait après l'éruption. Cette énorme masse de matériaux s'est écrasée sur les lacs. Vous pouvez imaginer l'effet que cela a eu sur l'eau. Qu'est-ce que cela pourrait faire? Si une énorme quantité de matériaux tombait dans un lac, cela déplacerait le lac. Il y a eu un énorme rade de marée qui s'est précipité dans la région, a creusé des canyons, a ramassé les débris de bois et les a rejetés dans les lacs qui venaient de se former. Voici un cratère de vapeur qui s'est formé. Un être humain se tient là pour servir d'échelle. Les matériaux chauds qui atterrissent dans l'eau explosent et forment ce cratère. Voici un canyon. Ce canyon s'est formé en quelques secondes lorsque l'eau s'est engouffrée dans le cratère. Et ce matériau s'est formé au cours de l'éruption. Tout cela s'est produit en quelques minutes. En observant la stratification, on pourrait penser que cela a dû prendre des millions d'années. Mais cela s'est produit en très peu de temps. D'énormes arbres ont été transportés, arrachés, certains cisaillés par l'explosion, comme s'il avait été coupé par une lame, et transportés sur plusieurs kilomètres dans ces coulées de boue, dans le sens de la hauteur. Voici un autre arbre transporté à la verticale, dans le sens de la coulée. D'énormes quantités d'arbres ont été rassemblés dans les lacs. Voici le lac Spirit. Voici ces choses qui se rassemblent. Et très vite, certains de ces arbres ont commencé à flotter à la verticale. Voici une histoire intéressante. Ils voulaient jeter un coup d'œil. Les plongeurs sont donc descendus. Et qu'ont-ils trouvé au fond? D'énormes quantités d'écorce. Des couches d'écorce très épaisses. Saviez-vous que certaines veines de charbon ne sont constituées que d'écorce? Inexplicable en situation forestière. Impossible à expliquer. Voici ce qu'il en est. L'écorce se dépose sous les troncs qui flottent à la surface. Le lignite que je vous ai montré dans la plus grande mine du monde est constitué de ces troncs. Et certaines des couches inférieures ne sont constituées que d'écorce. Voici donc ces arbres qui flottent à la verticale. Et s'il y avait un autre cycle éruptif et qu'ils étaient enterrés alors qu'ils flottaient à la verticale et que la boue les ensevelissait par le côté, comment seraient-ils enterrés? À la verticale. Ils ont donc pris un scanner et ont mesuré le nombre d'arbres dans ce lac.
le lac Spirit, qui flottait à la verticale. Et ils en ont trouvé 19 000. Revenons à nos forêts pétrifiées, avec toutes ces couches d'arbres verticaux et horizontaux. Nous savons aujourd'hui que ces arbres ont pu se former rapidement. Une chose intéressante qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont prélevé des échantillons dans toute la colonne et les ont envoyés au laboratoire pour analyse. Et devinez ce qu'ils ont trouvé? Chaque cycle éruptif actuel a une empreinte chimique particulière. Lorsque le magma se forme sous le volcan, il s'agit d'un matériau nouveau. Lorsqu'il atteint le sommet, la chambre du bas est vide et doit se remplir à nouveau. Et la montagne reste silencieuse jusqu'à ce qu'elle ait accumulé suffisamment de pression pour le cycle suivant. Aujourd'hui, ils savent que si ces cycles sont espacés de plus de 3 mois, la chimie sera différente. Or, ici, la chimie est exactement la même au bas et au haut de l'échelle. Cela nous indique que le processus n'a pas pu durer plus de 3 mois. Cela s'inscrit parfaitement dans l'histoire. Nous pouvons également comprendre pourquoi les arbres sont orientés, car il est évident que le processus s'est déroulé dans l'eau. Et même les arbres dressés sont enterrés d'une manière particulière. Tous les arbres ne sont pas parfaitement ronds, alors disons qu'ils ont une grosse racine d'un côté. Il sera orienté dans le sens de l'écoulement du cours d'eau. S'il s'agissait d'un phénomène local aux États-Unis, ce serait une chose, mais il est universel. Il s'agit de l'Afrique. Les forêts pétrifiées, c'est exactement le même scénario. Elles sont orientées vers les cours d'eau, elles n'ont pas de branches, elles n'ont pas d'écorce. Ils sont tous couchés dans le sens de l'écoulement du cours d'eau. Leurs branches sont arrachées. C'est exactement le même scénario en Europe, en Australie. Ici, sur votre continent, partout dans le monde, vous trouvez cela. Mais il faudra sûrement des millions d'années pour que cet arbre se transforme en pierre. Voici les étonnants ours de pierre du Yorkshire. Dans le Yorkshire, un petit ruisseau est riche en silicium, ce qui correspond à ce que l'on peut attendre d'un déluge universel. Les gens viennent là et suspendent leurs ours en peluche dans l'eau. Le temps nécessaire pour que l'ours en peluche se transforme en pierre solide dépend de la taille de l'ours en peluche. Les objets poreux de grande taille, comme les vêtements des ours en peluche, prennent de 6 à 12 mois. Les objets non poreux, comme le chapeau d'un casque de pompier, peuvent prendre jusqu'à 18 mois pour se transformer en pierre solide. Voilà, c'est de la pierre massive. J'aimerais maintenant vous parler de l'une des catastrophes les plus passionnantes des temps modernes. Voici l'île de Surtsey. Cette île s'est formée en 1963 au sommet de l'Islande. C'est une toute nouvelle île. Au fur et à mesure de sa formation, les géologues ont eu l'occasion d'étudier l'évolution du terrain au fil du temps. Et devinez quoi? Ils sont en train de réécrire les livres de géologie. En effet, des processus qu'ils considéraient comme prenant des millions d'années se sont déroulés ici en une seule vie. De nouvelles preuves apparaissent, qui montrent que toutes les caractéristiques géologiques qui ont pris tant de temps à se développer se sont produites rapidement. Par exemple, ici, cette formation de plage où tous ces matériaux doivent être érodés jusqu'à devenir du sable fin s'est produite en seulement 8 mois. 8 mois seulement, et c'était fait. C'est un endroit magnifique. Si vous n'êtes jamais allé en Islande, prenez une veste chaude, car il fait assez froid. C'est pour cela qu'on l'appelle l'Islande. De magnifiques chutes d'eau glaciaire, des rivages magnifiques avec du sable de lave noire. C'est un très bel endroit, très actif aujourd'hui. Pas de pollution dans cette zone, car tout ce qu'ils utilisent, c'est la chaleur thermique. Voici une belle piscine chaude. Il y a une centrale électrique qui n'utilise que la chaleur de la Terre. Ce qui en sort n'est pas de la fumée, mais de la vapeur pour les turbines à vapeur. L'avantage est que vous pouvez vous baigner dans l'eau chaude tout en regardant la Seine. Je me suis rendu à cet endroit parce qu'une catastrophe majeure s'y est produite récemment. Plusieurs personnes m'ont aidé à prendre quelques photos.
Il y a eu une inondation en 1996 qui a pu être étudiée en détail grâce à la technologie moderne. Voici une partie des conséquences de cette catastrophe. Des ponts géants ont été emportés. C'était une énorme catastrophe. Il s'agit de ponts anti-inondation. Ils sont construits pour résister à ce genre de choses. Voici les énormes glaciers qui descendent. En fait, le plus grand glacier d'Europe se trouve en Islande, et il est absolument magnifique. Et ici, devant vous, vous avez ces énormes bassins, où ces glaciers sont descendus. Le glacier recouvre des matériaux volcaniques, et sous le glacier, il y a des volcans en activité. Imaginez ce qui se passe. Un volcan géant entre en éruption sous le plus grand glacier d'Europe. Que pensez-vous qu'il va se passer? Le résultat a été une énorme inondation, car la lave chaude a fait fondre le glacier. Cela a formé une énorme quantité d'eau qui a soulevé tout le glacier sur le côté, et l'eau s'est précipitée par en dessous. Cette inondation a creusé des canyons de 3 km de large en très peu de temps. C'est absolument magnifique. Nous avons pris quelques photos de ce que cela donne aujourd'hui, mais je vais laisser cet homme vous en parler un peu. Il est aussi laid que moi. En 1996, l'Islande a connu l'une de ses plus grandes inondations naturelles. Ce qui s'est passé dans cette région est une histoire incroyable. Au sommet de cette crête se trouve le plus grand glacier d'Islande, qui représente 11% de la surface totale du pays. Les glaciers descendent jusqu'en bas, comme vous pouvez le voir sur toutes les crêtes environnantes. Lors d'une éruption volcanique, l'un des lacs intérieurs a dépassé son niveau normal en raison de la fonte de l'eau. L'eau a alors franchi la barrière glaciaire et a été emportée hors de la région par cette énorme crête que vous voyez au fond. Il a creusé un canyon de 3 km de large et a déversé d'énormes quantités d'eau, emportant le pont et créant cette immense plaine inondable. Tout cela s'est produit en très peu de temps, ce qui démontre la puissance des inondations catastrophiques. L'avantage, c'est que cela s'est passé en 1996 et que nous avons donc pu voir ce qui s'est passé, et je vais vous montrer ce qui s'est passé là-bas. Voici la relique, et vous voyez cette énorme poutre pliée, comme si elle n'existait pas. Il s'est avéré que le nouveau chaudron se trouvait directement au-dessus d'une crête sous-glaciaire, qui s'est probablement formée lors de l'éruption de 1938, qui a entraîné une crue massive de la rivière Skeiðará. À la mi-journée, un grand quadrant s'était formé dans la calotte glaciaire, avec un long passage s'étendant jusqu'au lac Grimsworth. Le 2 octobre, l'éruption a percé la calotte glaciaire et le lendemain, elle battait son plein. Il était évident que l'eau s'écoulait sous la calotte glaciaire vers le lac Greensboro, dont le niveau montait rapidement. Le volcan a craché des cendres et des gaz dans les airs. Les éclairs dans la colonne de cendres montrent à quel point l'atmosphère de cette violente éruption était électrifiée. Une énergie colossale a été déployée pour faire fondre des milliers de mètres cubes de glace glaciaire en si peu de temps et former cette gorge colossale. Outre l'éruption elle-même, il était très important pour les géologues de pouvoir observer la fonte de la glace et l'énorme libération d'eau qui en a résulté. Plus de 3 km3 d'eau, soit plus que l'ensemble du lac Thingvallavatn, le plus grand lac d'Islande, se sont accumulés à Greensworth en l'espace de quelques semaines. Le lac Grímsá est une sorte de réservoir pour l'eau qui est libérée lors de ces inondations. Lorsque la pression de l'eau atteint un point critique, la glace glaciaire se soulève et l'eau s'écoule sous elle, émergeant en une violente inondation sur la plaine côtière de Skaterra. Les scientifiques ne s'attendaient pas à ce que l'inondation de cette année soit aussi importante. Mais ils se sont trompés. Le débit de pointe se situait entre 40 et 50 000 mètres cubes par seconde, soit environ 4000 fois le débit normal de la rivière en hiver. Voici quelques photos uniques montrant le début de l'inondation. Elles ont été prises à la source de la rivière Giga juste après le début de l'inondation.
On y voit clairement comment l'eau creuse une cavité dans le sable, de plus en plus près de la période glaciaire, en un temps record. Il est presque incroyable de voir la force titanesque libérée lorsque l'eau jaillit sous le bord du glacier. Malgré son épaisseur de plusieurs dizaines de mètres, le bord de la glace n'a pas pu résister à la pression et s'est brisé comme une coquille d'œuf. L'inondation s'est poursuivie pendant 2 jours, atteignant son débit maximal au bout d'une douzaine d'heures seulement. Elle s'est déchaînée sur les plaines de sable à une vitesse phénoménale et avec une force indescriptible. Beaucoup de ces énormes blocs de glace pèsent jusqu'à 100 tonnes chacun. C'est un spectacle étonnant que de les voir être emportés et se renverser comme des blocs de construction dans l'inondation. Sur le glacier, des blocs de glace de la taille de grands immeubles se sont détachés et se sont éparpillés à la surface. C'est peut-être cette scène qui montre le mieux les forces colossales qui étaient à l'œuvre ici, à quel point l'homme est minuscule et impuissant face à la puissance stupéfiante de la nature. Les rayures et les ornières à la surface montrent comment les énormes blocs de glace ont glissé sur de longues distances, comme de minuscules cailloux sur le glacier. On s'attendait à de nombreux dégâts sur les routes, les ponts, les barrières anti-inondation et les lignes électriques avant que les travaux de prévention des inondations ne se poursuivent jour et nuit. Des canaux d'inondation ont été creusés en travers de la route et en travers des supports d'inondation à certains endroits pour tenter de diriger les eaux de crue là où elles causent le moins de dégâts. À d'autres endroits, des charges de pierre ont été accumulées pour assurer la protection. Finalement, lorsque l'inondation a éclaté le 5 novembre, 6 semaines après le début de l'éruption, les mesures préventives se sont avérées efficaces. Même si, en même temps, il était clair, dès les premières heures de l'inondation, que rien de ce qui était à la portée de l'homme ne pouvait éviter une grande partie de la destruction. Les blocs de glace ont brisé les piliers de béton et les poutres de fer du pont comme du bois d'allumette. Voilà qui nous donne une idée, à petite échelle, de ce qui aurait pu se produire. Et si cela a pu se produire dans un tout petit déluge comme celui-ci, que pourrait-il se passer dans un énorme déluge universel, comme nous l'avons vu dans le scénario précédent? Ici, une couche de craie recouvre le monde entier, ce qui signifie que le monde entier était sous l'eau en même temps. Nous avons la preuve que d'énormes gorges se sont formées en quelques secondes. Nous avons des couches et des couches de bois pétrifiés et de dépôts de charbon qui défient toute explication autre qu'un déluge universel. Nous avons des couches et des couches de matériaux enfouis avec des organismes marins intercalés partout entre elles. Si ce modèle ne prévoit pas de déluge universel, je ne sais pas comment l'expliquer. Il n'est pas étonnant qu'au chapitre 3 de 2 Pierre, il soit dit au verset 3 à 7. Sachant d'abord qu'il viendra, dans les derniers jours, des moqueurs qui marcheront selon leurs propres désirs et qui diront « Où est la promesse de son avènement ? Car, depuis que les pères se sont endormis, tout subsiste comme au commencement de la création. Rien n'a donc jamais changé. C'est la loi de l'uniformité. C'est ce que la science enseigne aujourd'hui. C'est pourquoi ils ignorent volontairement que, selon la parole de Dieu, les cieux sont anciens, et que la terre, hors de l'eau et dans l'eau, a été créée par Dieu, et que le monde, qui était alors submergé par les eaux, a péri.
Le monde scientifique actuel ne reconnaît pas la destruction du monde par un déluge universel. Il ne peut le faire car cela détruirait toute sa thèse des origines. Si la Bible dit qu'ils ignorent volontairement ces choses, pourquoi en est-il ainsi? N'est-il pas fascinant qu'elle continue à dire « Mais les cieux et la terre » qui sont maintenant par la même parole, sont gardés en réserve, réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la pétition des hommes impies. C'est un point fascinant. Si le déluge s'est produit, c'est la conséquence d'un jugement selon la Bible, comme conséquence d'un jugement. Il y a donc eu un jugement dans le passé, et la Bible dit qu'il y aura un jugement dans le futur. Si vous voulez rendre les gens complaisants et qu'ils ne croient pas à un jugement dans le futur, alors supprimez le jugement dans le passé. Nous pourrons alors progresser du mal vers le mieux et du mieux vers n'importe quel niveau que nous pourrons atteindre. Peut-être pouvons-nous tous devenir des dieux et commencer à flotter autour d'eux sans qu'il y ait le moindre jugement. Après avoir examiné toutes ces caractéristiques, vous déciderez ce soir s'il y a eu ou non un déluge universel sur cette planète. Si vous décidez que les preuves indiquent un déluge universel, cela détruit le paradigme actuel de la pensée dans le monde de l'évolution. Il le détruit. Si vous choisissez de vous en tenir à l'autre théorie, c'est très bien. Dans ce cas, ne manquez pas le prochain épisode passionnant, car nous allons maintenant examiner les fossiles. Et c'est là que ça devient intéressant. Emmenez vos enfants. Ils adorent ça. Emmenez vos enfants. Laissez-les regarder par eux-mêmes ce qu'il y a là-bas. À quoi ressemblaient vraiment les dinosaures? Comment vivait-on à cette époque, si tant est qu'elle ait existé? Le Tyrannosaurus Rex a-t-il existé? À quoi ressemblait-il? Que faisait-il? Quand a-t-il existé? Autant de questions intrigantes qui titillent tous les esprits, et en particulier les jeunes d'aujourd'hui. Venez jeter un coup d'œil sur les preuves de demain, et décidez vous-même si ce que l'Écriture dit est juste ou si ce que la science dit est juste. Le choix vous appartient. Merci d'être venu ce soir. À demain. Je vous remercie.